Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous avec cette période de confinement. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de notre cours des théories des organisations et j'espère comme d'habitude que vous allez pouvoir suivre et assimiler les notions donc tout au long de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, en fait, nous allons nous intéresser à la dernière approche des théories modernes, qui est l'économie des organisations. Comme toujours, les notions clés donc relatives à cette économie des organisations, nous allons voir dans un premier temps ce qu'est les coûts de transaction, puis nous allons voir dans un second temps la notion donc d'asymétrie de l'information et enfin nous allons découvrir un peu les notions de routine organisationnelle. Et en fait, parmi les auteurs principaux de cette école, nous allons commencer avec Coas en 1937, qui s'est en fait intéressé ou bien qui a parlé de la théorie des coûts de transaction. Toujours dans le contexte de cette théorie des coûts de transaction, Williamson va venir avec une nouvelle économie institutionnelle en 1975. Puis nous allons découvrir ce qu'est la théorie de l'agence avec Jensen et McLean en 1977. Et enfin, nous allons conclure donc ce cours avec la théorie évolutionniste avec Nelson et Winter qui ont travaillé sur ceci en 1982. Alors, mais en fait, avant de passer au concept clé donc de l'économie des organisations, il est opportun donc que nous parlons ou bien que nous nous intéressons dans un premier temps à la théorie néoclassique de l'entreprise, donc un peu d'histoire et surtout à la pauvreté en fait. Donc nous allons voir les limites de cette théorie néoclassique. Alors, déjà premièrement, il s'agit en effet d'une théorie dont la compréhension en fait de l'entreprise n'est pas l'objectif principal. Donc là, c'est pour les néoclassiques. La compréhension donc de l'entreprise en interne n'est pas l'objectif principal de cette approche. Ok. Et en fait, initialement, pourquoi? Initialement, en fait, l'organisation n'est pas un objet d'analyse donc pour les économistes, donc du courant néoclassique. Donc l'entreprise en elle-même n'est pas l'objet d'analyse. Et elle, qui s'est développée, donc cette théorie, qui s'est développée en fait à partir de la fin du 19e siècle et qui est devenu en fait le courant dominant donc de la discipline. Et l'objectif, en effet, principal des économistes néoclassiques est avant tout donc de prouver en fait la supériorité des mécanismes de marché, donc en utilisant des modèles mathématiques, ok. Donc prouver la supériorité donc à travers des modèles mathématiques supposés lorsqu'ils s'intéressent en fait à l'entreprise. Ce n'est pas en fait pour elle-même, mais pour servir, en effet, donc on est dans l'économie, donc pour servir de base microéconomique donc aux courbes d'offres. Pour cela, les économistes en fait, ils développent ce qu'on appelle la théorie du producteur. C'est quoi le producteur? Le producteur, donc pour eux, c'est un individu rationnel qui a une connaissance en fait de l'environnement économique par les prix des biens. D'accord? Donc pour rendre compte en effet de ses choix, d'accord, donc par rapport au prix, les économistes néoclassiques font l'hypothèse en fait que le producteur connaît la fonction de production de son entreprise. C'est-à-dire qu'il sait calculer
le volume qui va être produit selon en fait les quantités des facteurs de production utilisés. D'accord? Et en fait, donc pour le producteur, il reste alors donc au producteur à choisir en fonction donc des prix, des facteurs de production et du prix de vente de son produit, la quantité en fait à produire et qui lui permettra de faire le profit donc maximal. Ok? Il n'y a donc pas à proprement dit ou parler d'analyse donc économique du fonctionnement de l'entreprise, donc qui est modélisée en fait cette entreprise, elle est modélisée en fait comme une boîte noire, c'est-à-dire on sait en fait ce qui rentre, ce qui sort, mais pas ce qui se passe donc à l'intérieur de cette entreprise et donc de cette boîte noire. Et donc cette analyse très sommaire va nous ramener de l'entreprise, va nous amener à parler donc des limites de la théorie néoclassique ou de la pauvreté de cette théorie néoclassique. Donc cette analyse qui est très sommaire de l'entreprise, elle pose plusieurs problèmes. Donc du point de vue de la logique scientifique, cette théorie elle est en contradiction totale avec l'individualisme méthodologique qui guide en fait le courant néoclassique. Qu'est-ce que l'individualisme méthodologique qui en fait guide ce courant en fait néoclassique? Il s'agit en effet d'une méthode scientifique qui a pour principe d'expliquer en fait les phénomènes économiques et sociaux uniquement à partir des comportements des individus. Et donc les tenants en fait de ce principe refusent en fait d'assigner des buts ou des comportements à des acteurs collectifs. En effet, le producteur est une fiction, puisque en fait l'essentiel de la production provient des organisations. Donc c'est une des limites. Donc donner un objectif et essayer de modéliser le comportement du producteur, donc lui-même, donc c'est parce que la théorie néoclassique, donc les théoriciens néoclassiques ont développé donc la théorie du producteur, mais donner et un objectif et essayer en fait de modéliser le comportement du producteur revient à analyser en fait un comportement qui est collectif. Donc, on voit bien la contradiction avec l'individualisme méthodologique. Et donc la production, on voit la production comme si elle provenait en fait d'un individu. Par ailleurs, rien ne justifie l'objectif de maximisation en fait de profit, ok, comme seul but de l'entreprise. Ainsi, l'activité de production est tout simplement liée au profit d'une fiction dans laquelle la production est l'œuvre d'individus rationnels, isolés et reliés uniquement par des mécanismes de marché. Il n'y a donc pas à proprement parler d'analyse des organisations et aucun apprentissage, donc nous avons aucun apprentissage sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est à partir en fait de ces limites et de cette pauvreté de la théorie néoclassique qu'ont émergé d'autres théories donc qui analysent en fait l'organisation et c'est ce que nous allons découvrir donc tout au long de ce cours. En effet, nous allons commencer par la théorie des coûts de transaction avec comme premier auteur Coase ou Ronald Coase. C'est un économiste américain qui a eu le prix Nobel en économie en 1991 et celui-ci en fait il a proposé la notion de coût de transaction donc dans un article qui est paru en 1937 et que je vous recommande donc à lire, The Nature of the Firm donc de Coase en 1937 et l'objectif en fait de Coase est d'intégrer l'entreprise à l'analyse économique. D'accord, donc c'est la première des choses qu'il a effectuées. Donc, il a intégré l'entreprise à l'analyse économique, mais tout en gardant en fait les outils de l'école néoclassique, bien sûr, notamment l'idée d'arbitrage en fonction des coûts, de l'appellation des coûts de transaction. Et puis, pour un économiste en fait néoclassique, pour lui, les facteurs de production sont utilisés en fonction des prix relatifs. Mais Coase, qu'est-ce qu'il remarque en fait?
Il remarque que si un ouvrier se déplace par exemple d'un service X à un service Y, ce n'est pas à cause d'un changement de prix, bien sûr, mais parce qu'on lui ordonne de le faire. Et donc pour Coas, il existe donc dans les économies de marché un mécanisme de coordination des agents économiques qui n'utilisent pas le prix en fait. Et cela nous amène en fait à nous poser une certaine question que Coas aussi s'est posée en effet. Pourquoi, dans un certain cas, les agents utilisent-ils des mécanismes marchands et pourquoi, dans d'autres cas, ils ne s'en servent pas alors que la théorie économique les considère en fait comme supérieurs. D'accord? Et donc la réponse de Coas est que si les agents économiques n'ont pas toujours recours au mécanisme des prix, donc pour coordonner l'activité économique, c'est parce que l'utilisation de ce mécanisme a des coûts que l'on appelle les coûts de transaction. Et donc, il faut noter en fait, donc c'est une intuition de Coas, et donc Coas ne définit pas de façon très précise les coûts de transaction, la notion de coût de transaction, mais il en donne deux illustrations principales. La première illustration, c'est que ces coûts de transaction, ils sont liés à l'information et notamment à la connaissance des prix. Le deuxième type des coûts de transaction est lié en fait à la négociation et à la conclusion des contrats que suppose en fait la coordination marchande. Et prenons un petit exemple en fait pour comprendre cela. Prenons l'exemple d'un entrepreneur. Il serait long et en fait coûteux pour un entrepreneur de renégocier tous les jours ou toutes les semaines les contrats de ses ouvriers, donc en fonction de l'évolution des prix sur les marchés. Et donc, pour éviter cette négociation permanente, un entrepreneur préfère en général établir des contrats à durée, qu'on se retrouve actuellement, donc à durée indéterminée, qui lient les ouvriers aux propriétaires de l'entreprise dans le long terme. Et donc, les ouvriers n'effectuent pas une tâche payée à un prix de marché, mais ils reçoivent un salaire et sont en contrepartie à la disposition de l'entrepreneur. Et donc, dans l'analyse économique traditionnelle, l'entreprise n'existe pas. Donc, les néoclassiques ne considèrent que des producteurs individuels reliés par les marchés. Mais Coas, au contraire, justifie l'existence de l'entreprise par sa fonction, c'est-à-dire elle permet d'éviter les coûts de transaction induits par l'utilisation donc des marchés. Et puis il poursuit en fait son raisonnement en se demandant pourquoi une seule grande firme n'organise pas la totalité de la production. Cela éliminerait en fait l'ensemble des coûts de transaction. Mais Coas explique en fait qu'au fur et à mesure que l'entreprise grandit, les coûts d'organisation de transactions supplémentaires en son sein augmentent également. Et donc l'accroissement du nombre de transactions réalisées en interne de l'entreprise rend leur gestion donc par le chef d'entreprise peu efficace. Et Coas en fait parle de ce qu'on appelle les rendements décroissants de la direction. Donc l'entreprise de ce fait va essayer donc d'accroître jusqu'à ce que les coûts de transaction d'une transaction, donc les coûts d'organisation d'une transaction supplémentaire en interne soient supérieurs aux coûts de transaction sur le marché. Et donc l'entrepreneur utilise le mécanisme d'arbitrage donc en fonction des coûts de l'analyse néoclassique. Donc là, c'est par rapport à l'intuition de Coas qui en fait a donné des illustrations des coûts de transaction. Et si Coas en fait crée le concept des coûts de transaction, il n'en donne pas, comme j'ai dit, une définition précise, et c'est Olivier Williamson qui va le développer dans les années 70-80 et plus précisément en 1975, et ils font ce qu'on appelle la nouvelle économie institutionnelle. Et en fait, Williamson s'écarte de la théorie néoclassique en partant du principe que la rationalité des agents
est limitée. Et donc pourquoi cette rationalité est-elle limitée? En effet, parce que les agents n'ont pas accès à toute l'information et donc ne peuvent pas stocker toute l'information et ne pourraient de toute façon pas traiter toute l'information. Et ces agents économiques ne peuvent pas choisir en fait la bonne solution en optimisant une fonction. Ils choisissent une solution qu'ils considèrent comme satisfaisante ou raisonnable. Ces agents économiques ne sont pas en fait irrationnels, d'accord? Ils ont une rationalité qui est limitée. Mais c'est la complexité en fait de l'environnement qui ne leur permet pas d'opérer donc des optimisations et donc de choisir la solution la plus raisonnable possible. Et également, Williamson, dans ses développements, il parle en fait que la rationalité limitée des agents économiques a une conséquence importante. En fait, le contrat, en effet, ne peut pas prévoir toutes les éventualités. Pardon. Et donc, les agents économiques le savent très bien et peuvent en fait tenter d'en profiter. Et là, Williamson, il parle de ce qu'on appelle les risques de comportement opportuniste, c'est-à-dire le risque qu'une des parties tente de tricher ou de recourir à des manœuvres pour obtenir un avantage. Et Williamson distingue deux types d'opportunisme. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'opportunisme ex ante, c'est-à-dire un opportunisme qui a lieu avant la transaction, ce qu'on appelle la sélection adverse, et l'opportunisme ex post, donc qui a lieu après la signature de contrat, ce qu'on appelle le hasard moral. Et donc les coûts de transaction sont alors définis comme les coûts de la protection contre les risques donc d'opportunisme. On va prendre un exemple simple, très simple pour expliquer un peu les types d'opportunisme. Si on prend un étudiant, par exemple, qui ment sur ses compétences en informatique lors d'un entretien de recrutement, il fait preuve ici d'un comportement ex ante, donc avant la signature de contrat. Et par exemple, un assuré qui prend plus de risques parce qu'il sait qu'il est assuré et ne paiera pas les éventuelles conséquences donc, de ses actes. Et là, donc, il fait preuve d'un comportement ex post. Et donc, pour faire face à cela, la mise en place, par exemple, d'un test de niveau en informatique lors d'un recrutement ou d'un dispositif de surveillance des assurés, donc, correspond à ce qu'on appelle les coûts de transaction. Et donc, pour Williamson, le risque d'opportunisme est plus ou moins important selon la spécificité des actifs nécessaires à la réalisation en fait, de la transaction. C'est-à-dire, des actifs sont spécifiques quand ils supposent un investissement durable et non redéployable dans une autre transaction, c'est-à-dire que la spécificité des actifs crée une dépendance entre les deux parties de la transaction. Par exemple, pour qu'on comprenne un peu la spécificité de ces actifs, dans un contrat de franchise commerciale, une entreprise transfère à une autre entreprise moyennant en fait les droits d'utilisation, donc son savoir-faire et la notoriété de sa marque. Les actifs en jeu sont spécifiques, d'accord? Donc car le franchisé ne peut vendre d'autres produits et donc investit dans une boutique avec des aménagements qui sont propres à la marque. Et inversement, le franchiseur ne se contente pas de vendre un service, mais aussi donc la réputation de la marque dépend de la qualité donc du service du franchisé. Et donc plus les actifs en jeu sont spécifiques, plus les risques de comportement opportuniste donc sont importants et quand les actifs sont très spécifiques, une entreprise donc a tendance à produire elle-même. Et quand les actifs sont génériques, donc qui ne sont pas spécifiques, elle a intérêt donc à sous-traiter donc vers d'autres entreprises. Donc là, c'est par rapport aux théories des organisations. Donc, Coas
il définit ou bien il propose des illustrations de ces codes de transaction. Donc à travers ces codes de transaction sont liés soit à l'information, soit à la négociation et la conclusion des contrats. Mais Williamson, il vient avec des développements donc, et essaie de définir ces codes de transaction à travers lesquels les agents économiques ne sont pas rationnels, mais présentent une rationalité limitée qui les pousse à choisir des solutions les plus raisonnables possibles. Et en fait, les contrats ou bien les contrats signés entre deux agents peut avoir des risques d'opportunisme, soit des opportunismes avant ou des opportunismes après donc signature du contrat. Et en fait, c'est le fait, par exemple, de surveiller, un agent ou bien de faire un test avant, donc comme l'exemple de l'étudiant, c'est ce qui crée en fait ces coûts de transaction. Et puis ces coûts de transaction sont liés à la spécificité des actifs, c'est-à-dire que plus les actifs sont spécifiques, plus le comportement d'opportunisme donc est important. Et puis si une entreprise a tendance donc à produire elle-même, c'est-à-dire que les actifs sont très spécifiques, sinon si ces actifs sont génériques, l'entreprise devrait sous-traiter. Alors, nous passons maintenant à la deuxième théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'agence. La théorie de l'agence qui a été proposée par Jensen et McLean. Et en fait, cette théorie de l'agence, elle analyse les phénomènes organisationnels en les considérant comme des formes particulières donc, de contrats entre agents économiques. Et contrairement donc à l'analyse des coûts de transaction, la rationalité en fait des agents, elle n'est pas remise en cause. En revanche, cette théorie des organisations prend en compte le fait que l'information n'est pas disponible gratuitement, donc comme dans le modèle de la concurrence pure et parfaite, et c'est ce qui nous amène à la notion centrale et celle donc d'asymétrie de l'information, c'est-à-dire c'est-à-dire que tous les agents économiques n'ont pas accès aux mêmes informations. Et donc, certains agents peuvent bénéficier d'informations inaccessibles à d'autres agents. Par exemple, il est souvent difficile, par exemple, à un employé de mesurer le niveau d'effort ou d'implication d'un salarié s'il n'a pas accès à cette information, particulièrement dans le domaine des services. Ok? Et donc, dans cette asymétrie de l'information, donc dans le courant de cette théorie d'agence, les contrats signés sont spécifiques. C'est-à-dire qu'on parle en fait de relations d'agence ou de modèle principal agent pour désigner un contrat par lequel en fait par lequel une personne, donc c'est le principal, engage une autre personne, donc qui est l'agent, donc pour exécuter en son nom une tâche quelconque qui implique une délégation d'un certain pouvoir de décision. Et du fait également de l'asymétrie de l'information, le principal n'a pas toujours accès à toutes les informations lui permettant de contrôler le déroulement donc, de la transaction. Et comme les intérêts en fait du principal et de l'agent donc sont divergents, l'agent peut avoir un comportement opportuniste pour favoriser donc ses intérêts au détriment de ceux du principal. On prend donc pour qu'on comprenne ce comportement opportuniste entre principal et agent. Donc, dans une entreprise, comme les résultats financiers dépendent pour une partie donc, des circonstances extérieures, donc de l'environnement, soit l'état des marchés, soit les stratégies des concurrents, donc, soit également la conjoncture économique. Donc, ces résultats financiers sont difficilement vérifiables donc, par les actionnaires de l'entreprise. Donc on va prendre ces actionnaires comme étant le principal. Et donc l'agent
il peut être tentant donc pour un dirigeant de l'entreprise qui est l'agent de poursuivre ses propres intérêts donc par rapport à ces circonstances, par exemple comme maximiser son salaire, internationaliser l'entreprise pour accroître son prestige, plutôt donc il augmente ou bien il poursuit ses propres intérêts plutôt que ceux des actionnaires. Donc les intérêts des actionnaires sont au contraire augmenter les dividendes. Donc là on voit bien à cause de certaines circonstances des comportements d'opportunisme liés aux dirigeants d'entreprise donc qui poursuit ses propres intérêts au détriment de ceux donc du principal qui sont les actionnaires. Et donc pour éviter les comportements opportunistes, le principal donc va proposer des types de contrats qui vont inciter l'agent à agir dans l'intérêt du principal et donc révéler au maximum les informations utiles à son contrôle. Et donc la mise en place de ces systèmes d'obligation et de contrôle donc a quand même des coûts de transaction et c'est ce qu'on appelle des coûts, des coûts et c'est ce qu'on appelle les coûts d'agence. Et dans la théorie en fait de l'agence, l'entreprise n'est pas conçue donc comme une organisation mais comme un type particulier de contrat qui apparaît en cas, comme ce qu'on a vu, d'asymétrie d'information. Et les objectifs donc de ces contrats donc sont de réduire en fait l'information entre principal et agent et de faire converger donc leur intérêt. Donc l'organisation, c'est en fait un type particulier de contrat entre un agent et un principal. Et pour les économistes de ce contrat, l'entreprise peut être vue en fait comme un nœud de contrat. Toujours dans cette optique de théorie de l'agence, celle-ci, en fait, elle a inspiré ce qu'on appelle les principes de la gouvernance d'entreprise ou ce qu'on appelle corporate governance, que l'on peut résumer en fait en quatre en quatre principes, excusez-moi. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le renforcement de l'information des actionnaires, qui se traduit en fait par la systématisation donc des alertes en cas d'évolution des prévisions des résultats et ce qui va permettre en fait de réduire l'asymétrie de l'information. Il y a aussi comme deuxième principe l'indépendance donc du conseil d'administration et ceci dans le but pour que celui-ci contrôle effectivement la gestion des directions de l'entreprise. On a également l'absence des mesures anti-OPA. Les mesures anti-OPA, en fait, c'est ce qu'on appelle offre publique d'achat et qui désigne des moyens préventifs mis en œuvre pour éviter une prise de contrôle par les actionnaires donc non désirés. Et donc, cette absence de mesures anti-OPA, c'est en fait pour que les directions ne puissent éviter une prise de contrôle hostile qu'en augmentant en fait la valeur de la bourse de l'entreprise. Et enfin, ce qu'on appelle la rémunération incitative des dirigeants, notamment en fait par le développement des stock options qui doivent réduire en fait la divergence d'intérêts. Et puis ces quatre principes en fait inspirés de la théorie de l'agence visent en fait à imposer aux directions de l'entreprise une certaine discipline du marché pour qu'elle agisse conformément aux seuls intérêts donc des actionnaires, donc du principal et non des agents. Et leur application en fait conduit à ce qu'on appelle la financiarisation de la gestion des entreprises, c'est-à-dire à ne considérer que l'intérêt des actionnaires comme objectif principal de l'entreprise et la focalisation sur le niveau du cours de bourse pousse à une gestion de court terme qui a fait l'objet de nombreuses critiques en effet donc par rapport à cette gouvernance d'entreprise. Et on prend l'exemple, il y a un exemple très connu, celui de Michael Dell en 2013. En fait, il a été rappelé donc pour redresser le géant de l'informatique donc qu'il avait créé en fait lui 20 ans plus tôt. Et sa première décision donc fut de retirer l'entreprise de la bourse de New York. Pourquoi? Il explique en fait que la pression des marchés financiers qui cherchent une rentabilité donc de court terme ne lui permet pas d'avoir suffisamment donc, de liberté donc, dans ses choix. Donc à partir de cette limite, il a pris ça en considération et donc il a retiré l'entreprise de la bourse de New York pour qu'il ait une certaine flexibilité et puis une certaine marge de manœuvre dans la prise de décision.
Ceci est par rapport à la théorie de l'agence qui nous amène à la dernière théorie qui a été proposée donc, dans cette économie de l'entreprise. En fait, elle a été proposée par Nelson et Winter en 1982, mais avant, c'est que il faut noter que les économistes du courant évolutionniste sont les seuls à proposer une justification positive de l'existence de l'entreprise. Et donc, ceux-ci, ils estiment en fait que l'organisation n'apparaît pas seulement à cause de défaillances de marché, mais qu'elle possède une efficacité qui est propre à elle. Et donc, les évolutionnistes considèrent que ce qui fait l'essence de l'entreprise, ce sont ses compétences appréhendées au niveau de l'organisation. Et donc, pour ces évolutionnistes, l'entreprise est conçue comme un lieu d'agencement, de construction, de sélection et d'entretien des compétences. Et en fait, pour qu'on comprenne un peu que l'entreprise, vraiment, l'essence même de l'entreprise, ce sont ses compétences, on va prendre l'exemple de deux entreprises, Mercedes et Renault. En fait, là, l'entreprise Mercedes, elle est réputée pour la qualité de ses véhicules, donc haut de gamme, compétences dans le haut de gamme. Alors que Renault, elle est reconnue pour sa capacité à produire des petits véhicules, donc bon marché. Et là, en fait, il ne faut pas voir ici qu'il y a en fait une supériorité donc du constructeur allemand ici, mais là, on a deux compétences différentes, donc deux entreprises différentes ayant deux compétences différentes. En effet, Mercedes, avec sa filiale Smart, n'a pas réussi à construire des véhicules de petite taille à des prix compétitifs. D'accord? Et là, c'est la compétence de Renault. Et Renault également a le plus grand mal à produire des véhicules haut de gamme de qualité. Et donc, quels sont les deux constructeurs? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé donc de s'allier. Donc, ils allient deux compétences. Et donc, les nouvelles Smart de Mercedes bénéficieront du savoir-faire donc de Renault et dans les petits véhicules, tandis que certaines berlines, donc Nissan, alliées donc à Renault, seront élaborées à partir de plateformes Mercedes. Donc, on voit bien que l'entreprise, c'est un lieu d'agencement, de construction et surtout d'entretien de compétences. Revenons au texte fondateur en fait de la théorie évolutionniste. Donc le texte fondateur, c'est l'ouvrage de Nelson et Winter en 1982, c'est The Evolutionary Theory of Economy Change. Et en effet, il s'agit de l'analyse évolutionniste qui utilise en fait cette analyse évolutionniste, elle utilise une analogie avec la biologie. Oui, avec la biologie, et notamment avec le schéma darwinien de l'évolution des espèces. En fait, l'idée centrale, c'est que les entreprises peuvent reproduire leurs compétences en s'appuyant sur des routines qui sont aux entreprises. Donc ces routines qui sont aux entreprises, ce que les gènes sont pour les espèces. Ok? Et le terme routine, en fait, renvoie à l'idée de quelque chose que l'on fait quotidiennement, d'accord, sans avoir besoin de réfléchir. Et l'analogie porte en fait sur la routine en informatique, c'est-à-dire des sous-programmes existants que l'on sollicite pour exécuter une tâche. Et donc, ce sont des modèles qui guident l'activité. Les routines sont utilisées par les membres d'une organisation sans qu'ils en aient conscience de façon automatique. Ils sont donc généralement tacites et difficiles à imiter. Et ces routines, en fait, c'est quoi? Elles incorporent les connaissances produites par les membres de l'organisation, et donc elles réduisent les connaissances nécessaires donc, par chaque individu. Elles contiennent notamment les règles de l'organisation, donc relatives à la division et à la coordination de l'activité, à la circulation de l'information également. Elle incorpore également les normes de comportement, les savoir-faire donc de l'organisation, les compétences aussi individuelles des subordonnés par exemple, ou bien des agents au sein de l'entreprise, ainsi que la technologie
qui est considéré comme les technologies qui sont considérées comme des innovations incrémentales, en grande partie tacites et spécifiques. Et puis ces routines sont le cadre de l'apprentissage donc des individus, mais elles incorporent également le résultat de cet apprentissage. Et puis il faut noter que ces routines se transmettent par socialisation, éducation, imitation, codification et acquisition. Et puis, à la différence de la biologie, le mode de changement est interne et non aléatoire. Ok? Et c'est en fait l'environnement de l'entreprise économique, financier, politique, etc., qui sélectionne donc ces routines, donc les différentes routines, que ce soit les normes, les savoir-faire, les compétences, les technologies. Donc c'est l'environnement de l'entreprise comme ce qu'on a vu dans la théorie de la contingence, c'est l'environnement de l'entreprise qui va sélectionner ses routines comme ce que fait l'environnement donc pour la structure de l'entreprise. Alors les jeunes, donc notre cours donc, par rapport à l'économie des organisations touche à sa fin, mais nous allons récapituler donc ce qu'on a vu donc dans ce cours. Donc dans un premier temps, nous avons vu la théorie des coûts de transaction, donc avec Coase qui a démontré qu'il existe dans les économies de marché donc un mécanisme de coordination des agents économiques qui n'utilisent pas forcément les prix, comme dans l'école néoclassique. Il propose également deux types de transactions, donc deux types de coûts de transaction. Le premier coût de transaction, donc il est lié à l'information et notamment à la connaissance des prix. Et le deuxième type de coût de transaction, il est lié à la négociation et à la conclusion des contrats. Puis toujours dans la théorie des coûts de transaction, Williamson a montré que les agents économiques ont une rationalité limitée vu qu'ils n'ont pas accès à toute l'information et donc doivent choisir la solution la plus satisfaisante donc, et raisonnable possible. Et ceci est dû en fait à la complexité de l'environnement. Williamson également, il a parlé des risques de comportement opportuniste, donc deux types de comportements opportunistes ex ante et ex post, et influencés en grande partie par la spécificité des actifs. Puis nous avons vu la théorie de l'agence, donc ces théories de l'agence analysent les phénomènes organisationnels en les considérant comme des formes particulières donc de contrats entre agents économiques. Et puis, deux notions principales, c'est l'asymétrie donc, de l'information entre agent et principal, d'où la nécessité de contrat, et la gouvernance d'entreprise. Et enfin, nous avons fini par la théorie évolutionniste qui stipule que l'entreprise est un lieu de reproduction donc, de compétences, et ces compétences à travers, donc cet entretien de compétences se fait à travers des routines, et ces routines, comme ce qu'on a vu, il s'agit en fait, sont sélectionnées en fonction donc de l'environnement. Donc je vous remercie pour votre attention et comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions et de me demander si c'est le cas donc des compléments d'information et bien sûr, faites vos fiches, faites vos recherches. Essayez de chercher donc les différentes, je vous ai donné tout au long donc, du cours des références bibliographiques donc des différents auteurs. Donc essayez de lire ces articles et faites de bonnes fiches. Et je vous dis très bon courage et au prochain cours.